Bonjour, dans cette vidéo on va discuter de ce que c'est que la manipulation mentale, ce que c'est qu'une secte destructrice. Alors moi j'aime pas le mot secte, il faut que je sois clair là-dessus. Par contre on peut parler de groupe, il n'y a pas de problème. Donc, comment on reconnaît un groupe destructeur? Et la vraie question c'est comment on peut savoir si on est manipulé mentalement? Malheureusement il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le domaine, puisque quand on est manipulé mentalement, on ne peut pas le savoir. Parce que par définition, quand on est manipulé mentalement, c'est fait exprès pour qu'on ne le sache pas. Donc aujourd'hui, on va prendre des critères qui sont objectifs pour déterminer comment on fait pour reconnaître un groupe qui est destructeur, une secte destructrice. Comment on fait pour trouver ça? Alors je vais me baser sur des recherches que j'ai faites personnellement et j'ai regardé du côté de deux experts, en particulier un expert qui s'appelle Steven Hassan, qui est un ancien membre de la secte Moon. Je vais aussi me baser sur des critères qui ont été mis ensemble, compilés par une autre experte qui s'appelle Margaret Singer. Donc tous les deux sont des psychologues, sont des experts en secte. Steven Hassan, c'est un expert en intervention. C'est-à-dire que c'est pas le déprogramming comme on entend souvent parler. Vous savez, les gens qui sont kidnappés pour les faire changer d'idée, etc. Lui, il propose des interventions qui peuvent durer quelques 3, 4, 5 jours, durant lesquelles une personne qui est dans une secte peut volontairement quitter à tout moment si elle le souhaite, mais elle va recevoir des informations, on va la soumettre à, par exemple, des témoignages d'anciens membres, mais d'autres sectes, etc. Donc lui, il est à fond dans, si vous avez l'occasion de regarder ses vidéos, de consulter son site qui s'appelle Freedom of Minds, allez-y parce que ça vaut le coup. Alors évidemment c'est en anglais, c'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, pour pouvoir partager avec vous ces informations qui sont malheureusement disponibles principalement en anglais. D'ailleurs, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ces critères, ils sont en anglais, je ne me suis pas amusé à les traduire. Ce que je vais faire, c'est que je vais les traduire en direct, donc pardonnez-moi si je suis un petit peu lent à la détente sur certains de ces critères. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, encore une fois j'en suis désolé, mais je crois que c'est nécessaire. Si vous êtes un témoin de Jéhovah qui regarde cette vidéo, ce que je vous demande de faire, c'est de ne pas forcément écouter ce que je vais dire sur les témoins de Jéhovah, sur votre organisation. Par contre, vous pouvez faire ce test sur une autre organisation. Donc choisissez au choix, donc les scientologues par exemple, les mormons, l'église des saints des derniers jours, ou tout autre groupe qui est accusé de dérive sectaire. Et vous allez voir que c'est intéressant. Donc on y va. Donc Steven Hassan, il a déterminé un modèle qu'il appelle le BITE Model. Alors le BITE Model, c'est quoi? C'est en fait 4 éléments de contrôle déterminants pour la manipulation mentale. Donc les groupes utilisent ces 4 éléments pour manipuler les gens. Alors c'est quoi ces 4 éléments? Alors BITE, c'est B pour comportement, le behavior, le comportement. Il y a aussi l'information, le contrôle de l'information, le contrôle de la pensée et le contrôle de l'émotion. Ouais, bon, ça fait 4. Donc comportement, information, pensée, émotion. Alors ce qu'il dit aussi, Steven Hassan, c'est intéressant parce qu'il dit que un groupe n'a pas forcément besoin de contrôler les 4 pour vous manipuler et vous faire rentrer dans leur groupe. Ils ont parfois besoin d'un seul de ces éléments. Alors comment ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle la dissonance cognitive, donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel, qui nous permet de vivre en paix avec nous-mêmes. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que par exemple, je vais prendre un exemple pour vous expliquer ce que c'est que la dissonance cognitive. C'est quand on n'est pas en accord avec soi-même, en gros, si vous voulez. Par exemple, alors je vais prendre l'exemple de la viande. Moi, je suis végétarien, donc c'est un truc qui me vient à la tête directement. La plupart des gens aiment les animaux, d'accord? Mais quand quelqu'un mange son steak, il va se passer une dissonance cognitive. Et il y a plusieurs façons de résoudre ça. C'est soit on arrête la viande, ou soit on rationalise. Alors rationaliser, ça veut dire par exemple trouver des justifications. On va se dire, oui mais j'en ai besoin pour mon corps, oui mais il y a tel ou tel élément que je trouve pas nulle part ailleurs, ou oui mais c'est culturel, on a besoin d'être autour d'une bonne table, etc. Bref, c'est ça qui se passe. La dissonance cognitive, ça va créer ça en vous, ça va créer un mal-être
qui fait que vous allez devoir chercher une résolution pour ce mal-être. Et c'est parfaitement naturel. Sauf que les sectes, elles vont utiliser ça. Ce qui fait que parfois, quand elles arrivent à contrôler un seul de ces éléments, admettons votre comportement, à mettre assez de règles sur vous pour contrôler votre comportement, eh bien, le reste va suivre. D'accord ? Donc c'est super intéressant. Je vous encourage vraiment à lire le livre de Steven Hassan, par exemple, qui s'appelle Combating Cult Mind Control. Je me rappelle plus, il existe en français, hein, ce bouquin. Donc Steven Hassan. Ça, c'est la vieille version, parce que j'ai pas les moyens de me payer la nouvelle, c'est une fortune. Mais si vous avez l'occasion de lire ces ouvrages, franchement, ça vaut le coup. Donc on va voir ensemble ces 4 éléments de la manipulation mentale qui vont nous aider à déterminer si un groupe ou une secte est destructrice. Parce qu'il existe des groupes, des sectes qui ne sont pas forcément destructrices, qui n'ont pas forcément un aspect destructeur. Mais ces critères-là, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi en les lisant, c'est des critères qui sont objectifs. Donc on va commencer par le comportement. D'accord ? Donc le contrôle du comportement. Alors premier point, on va réguler la réalité physique d'un individu. Alors ça va être par exemple dans certaines sectes, on va les enfermer dans des centres, etc. Bon, dans le cas des témoins, je dirais que non. Donc je vais utiliser ces petites cartes pour vous dire si je suis d'accord ou pas, si je crois que ça s'applique aux TJ. D'accord ? Donc premier point, c'est non, je pense pas que ça s'applique aux témoins de Jéhovah. Dicter où, comment et avec qui les gens peuvent vivre et s'associer, ou alors même carrément s'isoler. Ben oui, alors là oui. Je crois que vous aurez entendu les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles, je ne sais, plusieurs millions de fois en étant témoin. On n'a pas le droit de s'associer à des gens qui sont en dehors des témoins. On n'a pas le droit de se faire des amis dans le monde. Contrairement, alors il y en a certains qui vont me dire oui, mais non, je vous promets, c'est une citation, je ne l'ai pas en tête la citation de la Tour de Garde, mais au besoin, je pourrais vous la procurer. Donc ça, c'est contrôlé par l'organisation. Alors, contrôler quand, comment et avec qui le membre a des relations sexuelles. Je crois que ça, c'est évident. Contrôler les vêtements et les coiffures. Voilà, j'ai pas besoin d'aller dans le détail, hein, je crois que c'est assez clair. Contrôler l'alimentation. Alors j'allais dire non, puis j'ai repensé au sang. Donc voilà. Donc imposer un régime en particulier. Manipuler et restreindre le sommeil. Là, je vais dire oui et non, parce que je crois que c'est un truc individuel en fait. Il y a des gens qui vont volontairement se priver de sommeil pour pouvoir participer à la prédication, etc. Par exemple, l'ancien avec qui j'étudiais m'avait expliqué que quand il était plus jeune et qu'il travaillait comme contremaître, il travaillait la nuit et la journée, il allait prêcher, ce qui fait qu'il dormait 2 heures par nuit. Mais je crois que c'est un problème individuel, c'est pas quelque chose qui est préconisé par l'organisation en général. L'exploitation financière, la manipulation et la dépendance. Alors dépendance au niveau financier, moi je dirais non. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je dirais non. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez-y. Alors, manipuler, restreindre plutôt le temps de divertissement, le temps, les vacances, etc. Alors, je crois que la personne qui tient la chaîne Living Now, Sylviane, l'avait bien expliqué, les TJ ont vraiment jamais de vacances, parce que les vacances, on doit quand même être actif, spirituellement parlant, on doit aller aux réunions, on doit prêcher, etc. Donc, il y a beaucoup de jeunes en particulier pour qui les vacances sont d'aller faire un service de pionnier ailleurs dans notre congrégation, quoi. Restreindre le temps de divertissement, oui, on n'est pas censé trop se divertir dans l'organisation, et quand on doit se divertir, ça doit être avec d'autres membres de la congrégation en général, c'est les sorties récréatives entre membres de la congrégation. Donc là, moi je dirais bien oui. Alors la majorité du temps est passé avec à être indoctriné et à indoctriner soi-même. Je dirais pas la majorité du temps,
Enfin, il veut pas dire vraiment la majorité du temps d'ailleurs, il veut dire quand même passer beaucoup de temps à ça. Donc là, c'est une vérité. Donc on est très occupé chez les témoins de Jéhovah. On doit passer beaucoup de temps à lire les informations qui nous sont données, les bouquins, les magazines. On passe quand même, bon, c'est pas énorme, mais quand même, bon, 4 heures par semaine aux réunions. On passe du temps dans la prédication. On doit passer du temps maintenant avec la chaîne sur Internet à regarder les vidéos, etc. Donc ça prend du temps, mine de rien. Donc oui, on passe beaucoup de temps à soit être indoctriné dans les salles du royaume. C'est pas un mauvais, endoctriner, c'est pas forcément un mauvais mot, hein, d'ailleurs, ça peut être utilisé à bon escient. Mais on passe beaucoup de temps à, disons, se renseigner ou s'éduquer à la salle du royaume ou en dehors, en particulier grâce aux outils que sont Internet, par exemple, maintenant. Alors, permission, on a besoin de permission pour toutes les grandes décisions. Alors là, je suis un peu mitigé, donc je ne sais pas trop quoi mettre, parce que en général, les témoins vont aller voir les anciens pour presque tout. Maintenant, si je veux m'acheter une voiture, je ne vais pas aller voir un ancien. Enfin, quand j'étais témoin, j'allais pas voir un ancien. Ou alors, par contre, pour déménager, pour des projets d'aller vivre à l'étranger, donc vraiment des décisions lourdes, là, en effet, là, on va avoir les anciens. Donc, mais de là à parler de permission, je ne suis pas certain. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, le contrôle des pensées, des émotions et des activités. Enfin, tout ça, ça doit être reporté aux supérieurs, donc aux anciens. Il y a une pression, donc je vais dire oui. Il y a une pression dans l'organisation pour qu'on rapporte, par exemple, nos doutes. Admettons que vous ayez des doutes, vous devez forcément, normalement, aller voir un ancien pour vous faire aider. Voilà. Les émotions, pareil, quand ça va pas, quand vous êtes dépressif, etc. Il y a des vidéos là-dessus sur la chaîne JW Broadcast. Et activité, bof, hein, on n'a pas forcément besoin d'aller voir les anciens quand on va au cinéma. Donc c'est pas aussi strict que par exemple chez les Amish, où là tout doit passer par les anciens. Mais il y a quand même un certain niveau, disons, de contrôle et de rapport par rapport à la hiérarchie. On doit absolument voir les personnes qui sont au-dessus de nous pour faire certaines choses, quand on ressent certaines choses. Allez, alors, ensuite, les punitions et les... comment on appelle ça en français? Rewards. Les punitions et les petits cadeaux, si vous voulez, qui sont faits quand on a fait quelque chose de bien. Voilà. Bref, sont utilisés pour modifier le comportement, aussi bien en positif qu'en négatif. Oui. Donc je vous en ai déjà parlé, moi je suis passé dans la seconde salle avec les anciens plusieurs fois. Pour moi c'était des punitions, puis d'un autre côté, vous avez, quand vous faites quelque chose de bien, vous recevez des charges dans la congrégation. Donc globalement, oui. Mais c'est pas propre aux témoins, ça c'est vraiment pas propre à une secte destructrice. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai pas dit, mais chacun de ces critères individuellement s'appliquera pas forcément à une secte destructrice. Mais globalement, si vous obtenez plus de vert que de rouge, c'est pas bon signe. Alors, ensuite, où j'en étais? Décourager l'individualisme, encourager la pensée de groupe. Ah bah alors là, si je pouvais en mettre une dizaine, j'en mettrais une dizaine sur le coup. Oui, on ne doit pas être indépendant, on doit pas... c'est surtout la pensée indépendante qui est découragée chez les témoins, mais on ne doit pas penser à soi-même, on doit penser avant tout à l'organisation. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir là-dedans, il y a quelque chose de très intéressant, un document super intéressant sur Internet, c'est un compte-rendu d'un procès qui a eu lieu en Écosse dans les années 50, je pense. Ça s'appelle Walsh, le procès Walsh, où justement, alors je sais plus c'est qui le dit, je me demande si c'était pas Fred France, qui dit justement que dans l'organisation, ou quelqu'un, je crois que non, c'était pas un avocat plutôt, qui disait que dans l'organisation, on met l'unité avant la vérité. C'est-à-dire qu'il faut que l'unité soit préservée, quitte à mentir aux gens. C'est vraiment intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, allez voir ce document dont je vous parle. Alors, imposer des règles strictes. Oh bah alors là, j'ai fait des vidéos là-dessus. Hein.
toutes ces petites règles hyper strictes qui riment à rien, qui n'ont aucune base biblique, mais voilà, on vous les impose. Ben, vous voyez, là, Steven Hassan, lui, il dit que c'est des façons de manipuler les gens, en fait. Hein. Tout ça, c'est des façons de manipuler les gens. Et ça, les petites règles comme ça, c'est une façon de manipuler les gens. Alors, instiller chez les personnes la dépendance et l'obéissance. Il faut obéir au collège central, il faut obéir constamment. La dépendance, on est dépendant de l'organisation. Alors, je me rappelle plus, je me rappelle d'avoir lu des citations de publications qui parlaient justement qu'on est dépendant, on doit être dépendant de l'organisation, on doit être dépendant de Jéhovah. Donc, archi oui. Encourager et participer dans les punitions corporelles. Alors là, je vais mettre mitigé. Alors au début, j'allais me dire non. Mais en fait, c'est mitigé. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle parfaitement que les punitions corporelles, par exemple envers les enfants, étaient non seulement tolérées, mais en plus de ça, encouragées. Alors maintenant, c'est plus le cas dans les publications. Elles sont plutôt anti-punitions corporelles. Mais bon, si vous allez dans n'importe quelle salle du royaume, peut-être pas forcément en une réunion, mais en 2-3 réunions, vous allez remarquer qu'il y a des parents qui emmènent leurs gosses dans la salle secondaire et que quelques secondes plus tard, ça se met à brailler. Alors, punition corporelle, pas envers les membres adultes, mais envers les enfants. Ouais. Alors, on arrive à la deuxième partie, au deuxième grand critère, qui est le contrôle de l'information. Alors là, c'est super intéressant aussi. Alors, premièrement, par exemple, dans le premier point, on retrouve délibérément contenir l'information, restreindre l'information qui fuit, tordre l'information de façon à ce qu'elle soit plus acceptable et mentir aux membres du groupe. Alors moi je mets un oui, il y en a qui mettraient un non, et moi je mets un oui. Parce qu'il faut savoir que quand on devient témoin, on n'a pas toutes les informations. Et puis je vous ai déjà parlé aussi de cette stratégie de guerre théocratique. Donc ouais, l'information elle est tordue, elle est volontairement pas donnée à tous. Donc moi je dirais oui. Alors minimiser ou décourager l'accès à des informations qui ne sont pas issues du groupe. Alors ça comprend Internet, la télé, la radio, les livres, les articles, les magazines et autres médias. Les informations qui sont critiques envers le mouvement, les informations qui viennent de gens comme moi, les anciens membres. Alors là, je vais m'arrêter là parce que après ça part un petit peu, c'est toujours sur le même point. Mais en tout cas, pour ces 3 points-là, je mets un gros oui. Il ne s'en cache pas, hein. L'accès aux informations qui viennent de gens comme moi, les apostats, est strictement interdit dans l'organisation, découragé. Idem pour ce qui passe à la télé, les reportages qui sont critiques des témoins, etc. Tout ça c'est très contrôlé. Alors le point D disait garder les membres occupés pour qu'ils n'aient pas le temps de penser et de faire des recherches. Archi oui. Archi oui. Les TJ sont des gens extrêmement occupés. Je l'ai dit plus tôt, on a énormément de choses à lire, à étudier. Et quand on fait toutes ces activités, donc prédication, l'étude, les réunions, etc., en plus d'un travail séculier, bah oui, on est très très occupé. Alors petit point E, toujours sous ce même point, décourager l'accès aux informations qui viennent pas des TJ, contrôler les textes, les appels et les emails. Non, ça non. Je dirais que non. Par contre, il y a une autocensure. Ça, c'est clair qu'on se fait toujours une autocensure. Mais je vais mettre non quand même. D'accord? Parce que c'est... de toute façon... ouais, je mets non. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Compartimentaliser, ça se dit ça en français? Compartimenter l'information entre ce qui est externe et interne. Alors là, on va préciser, parce que ça ne veut pas forcément dire les informations qui viennent de l'extérieur du groupe et celles qui viennent de l'intérieur. Écoutez ça. S'assurer que l'information n'est pas librement accessible, contrôler l'information à différents niveaux. Alors, ce que ça veut dire,
c'est que... Attends, je veux dire, le dernier point, c'est permettre à seulement les leaders de décider qui sait quoi et quand. Donc, en fait, ce dont on parle ici, c'est de l'information qui est dans l'organisation. Qu'il y a certains cercles dans l'organisation qui ont accès à certaines informations. Alors, en tant que TJ, j'aurais dit non. D'accord. En tant que TJ, j'aurais dit ça, sauf que non. Voilà. Un seul simple exemple, c'est le livre des anciens. Alors, je ne me rappelle plus du titre en français. C'est le livre Shepherding en anglais. Je ne me rappelle plus du tout du titre en français. Bon, en tout cas, il y a des informations qui ne sont disponibles uniquement qu'aux anciens, par exemple. Ou co-surveillants de circonscription. Co-surveillants, ça existe plusieurs surveillants de circonscription et district, maintenant c'est régionaux. Co-surveillants itinérants. Voilà. Co-branche. Donc il y a des informations, ça dépend à quel niveau vous êtes dans l'organisation. Et à certains niveaux, vous allez avoir assez à plus d'informations ou à moins d'informations, dépendamment. Donc là, c'est un gros oui, en fait. Alors, quatrième point dans la catégorie information, contrôle de l'information, encourager les membres à la délation. L'espionnage et la délation. Alors là, je mets tout de suite un gros verre, hein, parce qu'on sait tous à quoi s'en tenir chez les témoins avec ça. Alors, petit A, toujours sous ce même point, donc imposer un système de mentoring, si vous voulez, pour monitorer et contrôler le membre. Alors ça, c'est ce qui se passe quand on devient témoin. C'est l'étude. Voilà. Donc, oui. Rapporter les pensées qui diffèrent, qui divergent, les émotions et les actions qui divergent de ce qu'on est censé faire au leader. Absolument, oui. Ça, on est obligé de se faire normalement, on est obligé de le faire soi-même. Quand soi-même on a des pensées qui divergent, on est censé aller voir les anciens directement et leur dire. Ensuite, s'assurer que le comportement individuel est monitoré et contrôlé par le groupe. Ah oui. On est tous des petits flics dans l'organisation. Tous. On est tous censés fliquer les autres. Donc absolument, oui. Alors, point numéro 5. Alors, voilà, donc utilisation intensive d'informations générées par le culte et la propagande générée par le culte, par la secte, le groupe. Alors, par exemple, des newsletters, des magazines, des journaux, des cassettes ou CD audio, des vidéos, YouTube, des films. Alors là, à fond la caisse, quoi. C'est incroyable ce qu'ils peuvent produire, quoi. Ils ont beau imprimer beaucoup moins qu'avant, la production, moi je pense qu'elle a augmenté, mais d'une façon phénoménale, quoi, dans l'organisation. En particulier en ce qui est contenu média, quoi. Tout ce qui est pour les enfants, etc., c'est absolument hallucinant. Allez voir sur le site, vous allez voir, c'est assez dingue ce qu'ils font. Donc oui, c'est une vraie avalanche de contenu, quoi, qu'ils créent. Et le but, c'est vraiment de nous enterrer en dessous, quoi. Où que j'en étais. Alors, petit point B, toujours là-dessous. Mal citer, si vous citez hors contexte, citer des choses hors contexte depuis des documents qui ne sont pas issus de la secte. Alors, à fond la caisse, quoi. Alors ça, on ne sait pas quand on est TJ, parce qu'on croit vraiment que l'organisation fait tout pour nous donner des informations véridiques, mais une fois qu'on est sorti et qu'on se rend compte de ça, ça fait mal, quoi, parce qu'il suffit de voir un petit peu... Alors, si vous voulez aller plus loin et faire des recherches, par exemple, le livre Création, il y a la brochure sur la Trinité. Récemment, il y a eu un Réveillez-vous qui citait, par exemple, un expert en biologie, etc. Il a même demandé à l'organisation de se rétracter sur une citation qu'ils avaient pris de lui en faisant semblant... enfin, la façon dont il citait cette personne, cet expert, ce biologiste ou je sais pas quoi, ce scientifique, on aurait cru qu'il supportait la création, le créationnisme, alors qu'en fait pas du tout. Donc c'est ce que fait l'organisation régulièrement. Donc c'est la même chose aussi, par exemple sur la croix, il cite... Alors il y a un bouquin en particulier, je ne me rappelle plus du titre, je suis sûr que vous pourrez me le dire en commentaire, un bouquin qu'il cite sur la croix comme une référence.
Et il cite un passage en particulier pour nous faire croire que ce bouquin dit que Jésus a été pas crucifié sur une croix, mais sur un poteau. Alors qu'en fait, le bouquin, il fait juste qu'énumérer différentes façons dont les Romains torturaient les gens, quoi. Et la croix en fait partie. Voilà, donc... Alors, point 6. Alors là, je sais pas quoi en penser, celui-là. La confession. Donc, l'utilisation non éthique de la confession. Alors, les informations sur le péché sont utilisées pour contrôler les gens et pour créer des fausses mémoires. Alors, il y a peut-être des expériences personnelles là-dessus, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, moi je dirais plutôt non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Alors, troisième point, le contrôle des pensées. Alors, premier point sur le contrôle des pensées, les membres doivent... Ah, ça c'est intéressant. Vous vous rappelez de ce cantique, alors moi je me rappelle qu'en anglais, malheureusement je ne me rappelle plus en français, c'est Make the truth your own. Make the truth your own. Bref, en fait ça dit qu'il faut faire sienne la vérité. Et c'est exactement ça. Il faut, donc là c'est prendre, accepter personnellement, internaliser, là il est dit, je ne sais pas si ça se traduit comme ça en français, mais la doctrine du groupe comme étant la vérité. Alors, petit point en dessous de ça, il y a adopter la vision de la réalité du groupe comme la réalité. À fond, quoi. C'est-à-dire que le prisme que vous donne l'organisation, cette vision du monde que vous donne l'organisation, c'est la seule vision qui est valable. D'accord ? Donc oui, c'est notre réalité. Penser en noir et blanc, à fond la caisse, quoi. Voilà, dehors c'est mal et à l'intérieur c'est bien. Encore que, même à l'intérieur, maintenant, il faut faire attention. C'est l'organisation qui décide ce qui est bien et ce qui est mauvais. Organiser les gens en eux contre nous. Donc, ceux qui sont dedans et dehors. Donc ça, on en a déjà parlé à fond, quoi. Dehors, c'est satanique. C'est le monde de Satan. À l'intérieur, c'est le paradis spirituel. Alors, on m'a dit que ça ne s'utilisait plus trop, cette expression-là. Mais bon, ça ne change rien au fait que dans l'organisation, on croit qu'on est dans le paradis spirituel. Changer, alors deuxième point, changer le nom de la personne et l'identité. Alors, changer le nom, j'allais dire non. Là, j'allais vous dire non. Mais en fait, si. Parce que quand on rentre dans l'organisation, on n'est plus... moi, je suis plus Jean-Pierre Madère, mais je suis frère Madère. Donc, dans un sens, on change le nom. Mais bon. Donc, un peu mitigé. Par contre, l'identité, changer l'identité. Bah oui, parce qu'il y a même ce verset qui est utilisé continuellement de revêtir la personnalité nouvelle, ce qui est une mauvaise traduction d'ailleurs, parce que c'est le nouvel homme normalement que ça devrait dire. Ce qui révèle pas mal un petit peu le côté superficiel. Alors, il faut comprendre un truc avec Steven Hassan, c'est qu'il croit qu'en fait, quand on rentre dans une secte, quand on est endoctriné dans une secte, qu'on est manipulé par une secte, on a deux identités. Il y a l'identité qu'on était avant, et il y a l'identité qu'on prend quand on devient membre de la secte. Alors ça devient compliqué pour les gens qui sont nés dedans. Là c'est très compliqué de se bâtir. Mais par contre, normalement, quand on rentre dans une secte plus tard, quand on a eu le temps de se bâtir, donc on a deux personnalités. Donc il y a celle qui est dans la secte, et celle de la personne qu'on est vraiment, et celle de la secte, qui vient se superposer et s'imposer à l'autre personnalité. Donc c'est de ça dont il parle, un changement de personnalité. Moi je dis oui. Et d'ailleurs, dans son livre, il donnait des critères. C'est facile à reconnaître quand quelqu'un est dans... quand c'est sa vraie personnalité qui ressort ou quand c'est sa personnalité de la secte. Quand c'est sa vraie personnalité, ça va pas être le même ton de voix, ça va pas être le même regard. Tandis que quand c'est quelqu'un qui est dans son mode sectaire, on va avoir quelqu'un qui a les yeux un peu vides, qui va avoir un discours qui est hyper stéréotypé, qu'on a l'impression qu'il récite un truc d'un dictionnaire, etc. C'est vraiment intéressant. Alors, l'utilisation de langage chargé émotionnellement et des clichés, des stéréotypes, afin de restreindre les connaissances, d'arrêter les pensées critiques et réduire les choses complexes en des choses plates et des mots buzz qui font le buzz. Alors ça, font la caisse, quoi.
Et c'est rigolo parce qu'il y a encore pas longtemps, l'organisation elle n'arrêtait pas de pointer du doigt les autres religions parce qu'elles utilisaient, elles faisaient appel à l'émotion, etc. Mais regardez un petit peu ce qui se fait maintenant dans l'organisation. Tout est fait pour faire appel à l'émotion. Regardez un petit peu les vidéos qui sont produites pour les assemblées, c'est dingue. Et tout ça, et l'idée n'empêche, derrière tout ça, c'est de contrôler la pensée. Alors rappelez-vous, on est sous le contrôle de la pensée. Et en utilisant un langage qui fait appel à l'émotion plutôt que la pensée, on va bloquer des pensées, on va bloquer les doutes, etc. Tous nos doutes vont être bloqués par l'utilisation de phrases toutes faites. On va aller plus loin là-dedans après. Donc point 5, techniques hypnotiques qui sont utilisées pour altérer l'état mental, pour effilocher, disons, l'esprit critique et parfois pour même infantiliser les gens. Alors l'hypnose, il y a encore pas longtemps je vous aurais dit non, parce que je ne croyais pas que l'organisation utilisait l'hypnose. Et puis, en lisant le livre de Steven Hassan, ça m'a fait penser, quand il parlait de l'hypnose, ça m'a fait penser aux assemblées. Donc maintenant je dirais oui. Je vais pas aller plus loin, parce que franchement je crois que là c'est du domaine, là c'est mon opinion à moi, ok, là purement mon opinion, hein, mais je crois que les assemblées sont une façon d'hypnotiser les gens. Je crois qu'elles sont utilisées, vous savez, pour mettre dans un état un peu second, la fatigue, on s'endort plus ou moins aux assemblées, on n'est pas tout à fait... C'est dans cet état-là qu'on commence à vous hypnotiser, on vous fait rentrer dans le crâne des idées, etc. Bon, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, là, je dirais oui, moi. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Moi, je dirais oui. 6. Les souvenirs sont manipulés et des faux souvenirs sont créés. Je ne sais pas quoi répondre. Là, je ne sais pas quoi dire. J'aurais tendance à dire plutôt non. Mais encore une fois, peut-être qu'individuellement, vous n'avez pas la même expérience que moi dans ce domaine-là. Donc, point 7. On apprend des techniques pour stopper la pensée critique. Pensée négative. Et on apprend des techniques pour penser uniquement positivement. Alors, c'est quoi ces techniques? Le déni, la rationalisation, la justification et wishful thinking, qui veut dire quand on interprète les choses pour que ça aille dans notre sens. Alors moi je dirais oui. On rationalise, parce que par exemple, comment on fait franchement pour être quelqu'un d'humain et d'accepter que leur façon d'ostraciser les gens, l'ostracisme c'est parfaitement normal. Il faut rationaliser. Il n'y a que cette façon-là. Encore une fois, c'est une question de dissonance cognitive, on en a parlé. Et la seule façon de faire face à ça, c'est de rationaliser, quoi, et de se dire oui, mais. Voilà. Il y a toujours le oui, mais. Quand il y a un oui, mais, en général, c'est pas bon. Ou dans ce sens que, en général, c'est pas bon. Donc là, oui. Alors, chanting, alors c'est répéter des mantras, vous savez. Alors, au début, j'allais dire non. Mais en fait, oui, dans l'organisation, il y a des mantras. Par exemple, c'est entre les mains de Jéhovah. C'est Jéhovah qui voit. Alors ça c'est super pratique comme phrase. Ça s'applique à n'importe quelle situation. Quand on est dans une situation compliquée, c'est entre les mains de Jéhovah. Il y a un cas de pédophilie, il n'y a pas de témoin, c'est entre les mains de Jéhovah. Donc dans un sens c'est un mantra. Bon, c'est pas un mantra qu'on répète Jéhovah est grand comme Allah Akbar ou des trucs comme ça. Mais ça y ressemble quand même. Bref, c'est pas exactement ça. La méditation. Non, il n'y a pas de méditation proprement parler. Pas comme on l'entend dans les religions orientales, en tout cas. La prière, bah, forcément, il y a la prière. Hein. Quand vous avez un doute ou quoi que ce soit, il y a la prière, et puis tout d'un coup, tout va mieux. Parler en langue, ça n'existe pas chez les témoins. Chanter, alors là, à fond la caisse, les cantiques, c'est un excellent outil pour stopper la pensée critique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos de gens qui par exemple vont à l'extérieur des assemblées pour parler aux témoins, vous savez ils ont des panneaux, etc. Alors il y en a une par exemple qui fait ça, qui s'appelle Cali Girl sur YouTube, et généralement quand elle va faire ça aux assemblées, quand elle dit des choses qui gênent, il va se passer un truc intéressant, c'est que les gens vont se mettre à chanter.
C'est le cas aussi, par exemple, j'ai déjà vu des vidéos de témoins qui rentrent dans les salles du rôle, par exemple, lors du mémorial, etc. Pour pas entendre ce que l'autre a à dire, ce que l'ancien témoin a à dire, ben, ils vont se mettre à chanter. Donc c'est vrai que le cantique, chanter des cantiques, chanter, ça permet de bloquer les pensées négatives. Et idem à un niveau personnel, individuel, hein. C'est assez dingue. Donc moi je dis oui. Alors, on rejette, point 8, on rejette l'analyse rationnelle, l'esprit critique et la critique constructive. Ben oui. Et ça marche avec le point 9 d'ailleurs. Hein. Attendez, je ne sais pas s'il y a des... Non. Le point 9 qui dit que les questions à propos des leaders, de la doctrine ou des politiques sont interdites. Voilà, donc ça va ensemble en fait. Hein. Tout ça c'est interdit. On n'a pas le droit de penser par soi-même. C'est clair dans les magazines régulièrement. La pensée indépendante, c'est interdit. Avoir un esprit critique. Un esprit critique, c'est pas mal, c'est pas négatif. Avoir un esprit critique, c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie en ne nous faisant pas avoir dans tous les coins, ou qui nous permet aussi de, par exemple, quand je travaillais en Écosse, par exemple, il y a un process qui marche pas bien, une procédure qui marche pas bien, ben on utilise son esprit critique pour voir ce qui marche pas bien et pour proposer des solutions. Donc c'est positif, l'esprit critique. Par contre, dans l'organisation, c'est interdit. On n'a pas le droit de critiquer quoi que ce soit, on n'a pas le droit de penser différemment de ce que nous enseigne le collège central. Et voilà, donc là, à fond la caisse. Et enfin, le dernier point dans cette catégorie du contrôle de la pensée, c'est qualifier les autres systèmes de croyances comme non légitimes, pas utiques ou même carrément mauvaises ou sataniques. Là, à fond, quoi. Tout ce qui n'est pas témoin, c'est satanique. Tout ce qui n'est pas de l'organisation, c'est mal. Ça vient du diable. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein. Là, sur le coup, c'est super clair. Donc, il ne nous reste plus qu'une catégorie, et c'est le contrôle des émotions. Alors, les émotions, c'est super intéressant parce que quand on est de l'organisation, on ne s'en rend pas compte, mais il faut qu'on soit des petits robots. Alors, premier point. Manipuler et rétrécir le spectre d'émotions qu'on peut ressentir. Il y a des émotions qui sont vues comme mal. J'ai pas d'exemple très précis en tête. Je vais te dire oui, mais j'ai pas d'exemple précis en tête. Bon, évidemment, les doutes, hein, si on peut classer ça comme une émotion. Alors, peut-être pas en France, mais au Québec, par exemple, être dépressif, c'est quasiment vu comme avoir la lèpre, quoi. C'est dingue. On est vraiment... On n'a pas le droit de pas être bien. Voilà, c'est ça. On n'a pas le droit de pas être bien dans l'organisation. Si vous arrivez à la salle, qu'on vous demande « ça va ?» et que tu dis « oh, ça va pas », les gens vont s'éloigner de vous. Ils vont même pas vous parler. Ou alors ils vont s'énerver. Moi, ça m'est arrivé une fois. Il y a un ancien qui s'est énervé contre moi parce que je dis que j'étais fatigué et que lui revenait d'une journée de travail et lui il était en droit d'être fatigué, mais pas moi parce que moi je faisais que des études. Voilà. Donc ce genre de truc. Donc ouais. On apprend des techniques pour stopper les émotions, comme par exemple la colère, les doutes, etc. Donc il ne donne pas d'exemple précis sur les techniques, par contre c'est dommage parce que j'aurais bien voulu qu'il y en ait, mais je dirais oui. Donc à vous de voir, mais moi je pense que oui, je pense qu'on apprend des techniques pour ne pas penser, pour ne pas avoir de doute, pour ne pas être en colère. La colère c'est mal vu dans l'organisation, on n'a pas le droit d'être en colère, hein. Sauf les anciens, mais ils ont le droit d'être en colère contre vous. Troisième point, on fait comprendre à la personne, on lui fait croire en tout cas, que tout est de sa faute. Que c'est jamais la faute des leaders ou du groupe. Ah bah oui, Quand on a un problème, c'est notre faute. Forcément. Quand on n'est pas d'accord avec une interprétation, c'est notre faute aussi. C'est à nous de revoir notre façon de penser, c'est pas à l'organisation. Même si quelques années plus tard, ça change et qu'au final, on avait raison. Alors... promouvoir des sentiments de... j'ai oublié le mot. En tout cas, on fait sentir aux gens qu'ils valent rien, qu'ils doivent se sentir coupables de tout.
Alors, ils doivent être coupables de qui ils sont. Ils doivent se sentir mal parce qu'ils ne sont pas au standard que l'organisation attend d'eux. Moi, tout ça, je dis oui. Hein. Votre famille n'est pas au standard. La mienne n'est franchement pas au standard, sauf quand vous êtes une famille d'anciens, là, bizarrement. Ça va. Votre passé est suspect. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, donc là, je ne vais rien mettre, parce que je ne sais pas. De toute façon, le passé est toujours suspect dans l'organisation, parce que quand on n'est pas témoin, on n'est pas bien. Vos amitiés ne sont pas saines. Ah bah, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. Vos pensées, sentiments, émotions ou actions sont égoïstes ou n'ont rien à faire là en fait. Donc oui. Si on va pas dans le sens du groupe, on est égoïste. On est égocentrique. Ouais, c'est plus égocentrique qu'égoïste. Alors ensuite, vous avez des points qui, je pense, ne s'appliquent pas aux témoins. Enfin, faut voir. Donc on se sent... Zut, j'ai vraiment oublié le mot, je fais un blocage sur le mot. Guilt, guilty, coupable, guilt, la culpabilité, Zut, j'ai oublié le mot. Bref, on se sent coupable du fait de notre statut social ou historique. Alors par exemple, ce qu'on veut dire par historique, c'est, admettons que si vous êtes chrétien, catholique, vous devez vous sentir forcément mal parce qu'il y a eu les croisades. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je dirais bien non, là, parce que je vois pas trop. Ensuite, la peur, instiller la peur. C'est ça, instiller la peur chez les gens. Par exemple, la peur de la pensée indépendante. Ting. La peur du monde extérieur. Ting. Tout satanique. La peur des ennemis. Bah, ça va avec le premier, avec celui d'avant. Donc, la peur de perdre son salut. Voilà, parce qu'on peut pas savoir si on est sauvé jusqu'à Armageddon. Et même pire, jusqu'au test après les 1000 ans. Donc, ouais, à fond la caisse. La peur de quitter le groupe et de connaître l'ostracisme, d'avoir les ponts coupés avec les membres du groupe. Et ne pas avoir l'approbation des autres. Bon, je dirais oui. Alors, 6.6. Des hauts et des bas émotionnels extrêmes. Alors, ça va du love bombing. Vous savez ce que je veux dire par love bombing? C'est quand les gens vous sautent dessus pour vous dire « Oh, je t'aime » ou voilà, même sans dire « je t'aime », c'est voilà, te faire sentir que t'es aimé, quoi. Mais vraiment fort, quoi. C'est trop. Voilà. Et comment dire, et se faire féliciter pour des choses. Et d'un autre côté, se faire dire qu'on est un terrible pécheur et qu'on est pire que tout. Donc là, je dirais oui, c'est carrément très clair dans les congrégations, que ce soit à un niveau personnel qu'au niveau de la congrégation, des discours, etc. C'est à tous les niveaux, ça. Donc un coup, on est félicité, un coup, on te rabat plus de terre. Moi, ça m'arrivait sans arrêt. Un coup, on me disait que je fais des sujets fantastiques. Et un coup, on me disait que j'étais un orgueilleux, que j'étais machin. C'est vraiment pas simple à vivre, d'ailleurs. Et c'est fait exprès, c'est du contrôle, c'est de la manipulation. Numéro 7. Se confesser publiquement de ses péchés. Non. Pardon. Non, ça on fait pas chez les témoins. Pas publiquement, on doit se confesser aux anciens. C'est parfois qu'il est dit. Parfois se confesser publiquement. En tout cas, c'est rituel. Il n'y a pas de rituel de la confession chez les témoins. Mais en tout cas, quand vous avez... Ça doit être automatique normalement. Je pense pas qu'il y ait énormément de témoins qui se confessent réellement aux anciens. Je sais pas. L'endoctrinement par les phobies. Inculquer des peurs irrationnelles à propos du fait de quitter le groupe ou du fait de remettre en question l'autorité du leader. À fond la caisse, les phobies. Alors ça, c'est un truc sur lequel passe beaucoup de temps Steven Hassan dans son livre, c'est les phobies que nous inculque l'organisation.
pour qu'on ait peur de l'extérieur, pour qu'on ne sorte pas de l'organisation. Il faut qu'on ait peur. Et c'est une vraie peur qu'on a, quoi. Quand on quitte l'organisation, on a peur que les gens qui quittent l'organisation tombent plus bas que terre. On croit qu'ils vont devenir forcément des acteurs porno, des drogués, qui vont devenir satanistes. On s'imagine vraiment le pire, quoi, quand les gens sortent de l'organisation. Et donc pour nous, qu'est-ce que ça fait à nous? Ça nous empêche de quitter le groupe, ça nous retient à l'intérieur. Donc mentalement, on va tout faire, même inconsciemment, pour rester dans le groupe. Donc oui, alors il y a des exemples de ça. Il n'y a pas de bonheur ou d'épanouissement possible en dehors du groupe. Ben oui. Et les témoins n'ont pas inventé ça, ça vient de l'Église catholique qui disait qu'il n'y avait pas de salut en dehors de l'Église catholique romaine. Point B, il y aura des terribles conséquences, donc ça j'en ai parlé. Donc évidemment il y a la mort à Armageddon, mais il y a tout le reste, donc on va tomber malade, on va avoir le cancer, le sida, toutes sortes de cochonneries, le suicide, etc. Il y a le fait qu'on va perdre notre famille et nos amis. Ben ouais. Il n'y a jamais une bonne raison pour partir. Ça, c'est ce dont je parlais dans... J'ai peut-être mal... Le titre n'était peut-être pas bon sur ma vidéo. Est-ce qu'on peut sortir de l'organisation, la dette haute? Mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on peut pas... Il n'y a aucune bonne raison pour sortir de l'organisation. Quoi qu'on fasse, quand on sort, c'est parce que, comme il est dit ici, on n'était pas spirituel, on n'était pas discipliné, on faisait partie du monde sans être dans le monde. On a été... on nous a lavé le cerveau. Il y a la famille qui nous a lavé le cerveau pour qu'on sorte. On a été séduit par l'argent, le sexe, le rock. Voilà, il y a plein de... Ça c'est vraiment débile, hein, mais ça, c'est la réalité. Et enfin, le dernier point, il y a les menaces pour les anciens membres et la famille. Alors ça, moi, j'ai pas connu chez les témoins. Je sais que chez les scientologues, par exemple, c'est hyper présent. Il y a des vraies menaces et c'est vachement inquiétant, quoi. Voilà, donc on a fini ces 4 critères que donne Steven Hassan. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai vu passer pas mal de vers. Hein. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, revoyez cette vidéo. Alors je sais que c'est long, mais bon. Ou alors allez voir sur son site Freedom of Mind. Vous avez tous ces critères du Bite Model sur le site et vous pouvez revoir ça personnellement. Alors je voulais quand même vous parler de ça. C'est une autre experte, désolé pour le chien, en manipulation mentale et en secte destructrice qui s'appelle Margaret Singer. Alors elle ne parle pas de 4 éléments, mais de 6 éléments, de 6 conditions. Je ne vais pas les voir aujourd'hui parce que je crois que j'ai déjà trop parlé, mais si vous avez l'occasion, allez voir, c'est aussi disponible librement sur internet. Ça vient de son livre qui s'appelle Quotes in Our Midst, donc de Margaret Taylor Singer, et franchement ça vaut le coup. Mais je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui, donc je vous laisse sur les aboiements de mon chien et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.